bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence aussi nombreuse ce soir au Bistrot 12. Je suis Clément, je serai votre modérateur ce soir. Pour commencer, peut-être un petit mot de présentation de notre association Tempus Historiae, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes une association organisatrice de cafés-débats autour du savoir historique. Nous organisons des cafés-débats depuis l'automne 2014 sur des sujets très variés. Nous rassemblons un public très large, à la fois étudiants et non étudiants, et nous essayons de faire intervenir autant que faire se peut de jeunes chercheurs en master, en doctorat ou sortis du circuit universitaire. Et nous organisons donc tous les mois, un mardi par mois, ici au Bistrot 12, que nous remercions chaleureusement, un café-débat sur des sujets historiques. Le thème de ce soir est Saga Viking. Nos deux intervenants seront Evodie Domenech, titulaire d'un Master 2 en Histoire médiévale de l'Université Toulouse de Jean Jaurès, ainsi que Ronan Delbos, qui n'est pas encore arrivé et qui se présentera, je pense, lui-même tout à l'heure. Il y aura donc deux présentations, la première sur les femmes vikings, la deuxième sur la réception de la culture viking dans la pop culture. Il y aura après chaque intervention un temps pour le débat et les questions. Donc nous ferons passer le micro, donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, des commentaires. Voilà. Avant de commencer, de laisser la parole à Quentin qui se chargera d'introduire ce café, je tenais à remercier particulièrement l'Université Toulouse de Jean Jaurès qui nous finance en partie, qui nous héberge aussi. Merci à l'AMI, merci à la DITIS qui nous fournit notre matériel. Et merci à tous nos membres et membres d'honneur ici présents ou qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Tout simplement parce que leur cotisation est absolument essentielle à notre survie. Et si ce que l'on fait vous plaît, n'hésitez pas à vous rapprocher, soit de Quentin, notre trésorier, soit d'Arnaud, notre président, qui est là-bas derrière, soit de moi-même, le secrétaire de l'association. Nous vous donnerons des bulletins d'adhésion et vous pourrez décider du montant de votre cotisation pour nous soutenir. Voilà, merci beaucoup. Et je laisse sans plus attendre la parole à Quentin. Merci Clément. Alors, les Vikings. Sujet vaste, mystérieux, qui donne l'image d'une mer brumeuse et infinie. Et dans le but de préparer cette introduction, je suis forcément référé à un ouvrage de référence, Astérix et les Normands. Et j'y ai appris que la première caractéristique du Viking est bien évidemment qu'il ignore la peur. Et c'est une des choses qui viennent à l'esprit quand on parle Viking. Voilà, on va penser Drakkar, on va penser Uskar, on va imaginer un navire qui fend les flots avec des robustes barbus armés de haches et casqués, et qui ne cherchent à rien d'autre que mourir au combat. Bon, autant d'éléments sur lesquels on va revenir au fur et à mesure de cet exposé. Et déjà, pourquoi tous ces clichés ? On peut facilement les expliquer. Très très longtemps, les Vikings nous ont été connus uniquement, quasiment, par le prisme des sources occidentales, mais contemporaines, comme les annales de Saint-Barthélemy, des Saint-Bertin qui sont parmi les plus connus. Et forcément, les moines, ils pouvaient difficilement avoir une vision très objective de la chose, concernant des pillards récidivistes, avides de reliquaires en or qui se moquaient totalement de leur contenu, plutôt imperméables longtemps à la spiritualité chrétienne, même s'ils pouvaient être curieux, et pour lesquels les monastères étaient davantage une proie facile que un vénérable lieu de recueillement. Et en plus, cette vision-là leur était profitable, puisque forcément, si on inspire la peur chez les adversaires, c'est plus facile pour faire une opération de pillage. Et étant donné certains exploits guerriers qu'ils ont pu accomplir, ça ne pouvait que encourager cette vision. Par exemple, la bataille de Brissart, au hasard, où il y a le marquis de Neustrie, Robert le Fort, qui est un des champions de la lutte contre les Normands et qui est tué alors que les Vikings étaient totalement encerclés. Il mène une opération nocturne pour essayer de rompre cet encerclement, et il bute le chef d'en face quasiment comme ça, alors qu'ils n'avaient pratiquement aucune chance. Bon. Ce genre de choses fait que ça participe à la mise en place d'une petite légende, d'un petit mythe.
Et ça fait que quelques décennies qu'on en sait davantage sur eux, au gré de découvertes archéologiques, aussi une meilleure exploitation des sources scandinaves, qui étaient souvent surtout, qui a pendant longtemps été plutôt connues surtout par les érudits scandinaves, toutes les sagas nordiques, qui, par le biais de croisements avec toutes ces différentes sources, peuvent permettre de dresser un nouveau portrait de ces vikings. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, on a des chercheurs comme Régis Boyer, pour citer le plus connu parmi une sorte de pape parmi les chercheurs français sur les vikings, qui participent à jeter quelques lumières sur cet univers d'ombre. Et il faut avouer qu'il y a quand même du travail à faire, parce que le mot même de viking, il n'est pas évident à définir, il n'est pas évident à traduire. Ça provient sans doute du vieux norrois. Même là, des fois, on pense qu'il y a une influence saxonne, c'est assez confus. Mais c'est délicat à traduire. En gros, ce sont des marins avant tout qui participent à des expéditions qui peuvent être de diverses natures, y compris commerciales. Et même si on regarde l'autre mot qu'on retrouve souvent pour les définir, évidemment dans les chroniques latines, ça va être Northmani, donc c'est les hommes du Nord. Et en croisant ces deux termes, déjà on a deux caractéristiques majeures. Les Vikings devant être remis dans un contexte, dans un cadre géographique et chronologique quand même assez précis. Ce sont des populations scandinaves, au sens large, qui sont unies entre autres par une mythologie commune. La religion est importante dans cette définition. Voilà, on a l'idée que Yggdrasil, l'arbre monde, qui soutient dit monde mythique, peuplé de géants, d'elfes, de nains et d'hommes. Et quand même, cette mythologie est remarquable par le fait que c'est remarquable dans son eschatologie, c'est-à-dire qu'il y a un jour vient, Ragnarok, paf, les dieux et les humains vont presque tous mourir dans un combat final contre les forces du mal. Et, cette religion se pratique en fait finalement plutôt dans la famille. La famille joue un rôle important dans la pratique de cette religion, avec en gros celui qui joue le rôle du prêtre et le chef de famille, le chef dans le cadre des plus grands rites, le jarl, donc on pourrait dire le comte, le duc, le prince. Il n'y a pas de lieu de culte réellement défini, c'est plutôt lié à la nature. Il n'y a pas vraiment de dogme totalement établi ni quoi que ce soit de ce genre. Mais enfin, c'est un ensemble de croyances qui vont finalement unir plutôt ces populations et qui gardent ce rôle de fédérateur même quand le christianisme commence un petit peu à s'implanter dans la région, puisqu'il y a souvent des cas de... Voilà, on va mêler un petit peu les croyances locales et les croyances chrétiennes pendant longtemps, au 19e, 10e. Et puisque je parlais de la famille, là, la famille est justement un autre élément majeur dans la définition de l'identité des Vikings, puisque chacun il va y avoir des sortes de petits ensembles territoriaux sur lesquels vont s'établir donc un certain nombre de familles, et c'est comme ça finalement que se constitue leur territoire. C'est-à-dire que forcément, les familles qui sont dans une entité définie par dans un cadre géographique, des limites physiques, voilà, il y a des montagnes, il y a des trucs. Bon, ça constitue un territoire sur lequel il y a ces familles, et forcément, elles vont davantage établir de liens entre elles. Très très largement, on peut considérer qu'il y a déjà des groupes, des ensembles un petit peu... un ensemble plus ou moins danois, un ensemble plus ou moins norvégien, un ensemble plus ou moins suédois, en allant très très vite, qui préexistent, et qui, il va y avoir quelques lieux importants, que ce soit pour des raisons commerciales ou autres, qui finalement vont fédérer un petit peu toutes ces différentes populations. Donc on peut résumer le fait que le monde viking finalement est une sorte de très vaste ensemble qui est éclaté en une multitude de microcosmes du fait de particularités familiales et linguistiques, puisque c'est pareil, même s'il y a le vieux norrois unit tous ces peuples, mais en même temps il y a déjà plus ou moins un norrois de l'ouest et un norrois de l'est, ce qui fait que voilà, c'est à la fois uni et éclaté. Également le rôle de la culture, on a une culture
relativement commune, avec tout ce qui est des sagas qui, à partir d'une certaine période, vont être un peu plus spécifiques à telle ou telle région, des sagas un peu plus saga des Danois, etc. Mais dans un premier temps, on a quand même une culture orale qui est relativement commune. Et là aussi, évidemment, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'était difficile pendant longtemps de bien connaître cette civilisation, puisque c'est une culture de l'oralité et que très souvent les mises à l'écrit ont été nettement postérieures, à partir du XIIIe, XIVe. Ce qui fait que forcément, il va y avoir des différences entre la situation originelle et la situation contemporaine, enfin les éléments contemporains qui peuvent être inclus. Donc ça, c'est pour planter le décor d'où ils viennent. Après, il y a aussi la question de d'où ils vont. C'est-à-dire que le monde viking ne se limite pas uniquement à la zone d'origine de ces populations, il y a aussi la zone dans laquelle ils s'étendent. Ils vont finalement se répandre dans tout le monde connu, et même au-delà, puisqu'ils vont découvrir l'Islande, le Groenland, le Vinland, donc aux confins de l'Amérique. En plus de ça, c'est pas uniquement vers l'ouest qu'ils se dirigent, on a aussi les Russes et les Varegs qui vont jusqu'à Constantinople, qui souvent viennent plutôt de Suède, eux. Ou même les Normands, non seulement ils vont en Normandie, mais ensuite les Normands eux-mêmes vont se répandre jusque dans toute la Méditerranée, en Italie du Sud et en Sicile. Ce qui donne une très grande ampleur géographique à tout cet univers. Évidemment, il y a deux ensembles territoriaux qui ont un rôle particulier. C'est les territoires anglo-saxons et les territoires francs, où on a une implantation qui est quand même assez remarquable. Donc, évidemment, c'est aussi ce qui est le plus connu. On a déjà, à la fin du 8e siècle, on a des expéditions vikings dans les îles britanniques, avec le fameux sac de Lindisfarne en 793. Et on a un ensemble d'expéditions comme ça qui permettent à cette époque aux Vikings de se faire un peu une idée de la capacité de résistance des populations locales. Et la conquête s'avère assez tentante. Et déjà les îles Shetland par exemple, tout ce qui est petite grappe d'îles autour de ce secteur, ils vont s'en emparer. Et ensuite ils vont s'intéresser au royaume anglo-saxon et à certains secteurs du royaume franc, même si c'est plus des expéditions de pillage initialement. Déjà, donc à la fin du règne de Charlemagne, de nombreux pillages qui commencent à apparaître sur les côtes de l'Empire. Finalement, la fragmentation de cet espace anglo-saxon et l'affaiblissement du côté du pouvoir carolingien vont les inciter à aller un peu plus loin. Ils commencent par s'implanter en Northumbrie. Il y a de très nombreux combats qui les opposent ensuite au Wessex et à la Mercie. Ils s'installent à Dublin. Alors évidemment, c'est pas tous les mêmes Vikings. Il faut distinguer. Il y a le Danelaw qui c'est plutôt en Angleterre actuelle. Et par contre, en Irlande, ce sont plutôt des Norvégiens. Donc tous ces combats-là vont finalement occuper tout le 9e siècle. Au 10e, ils s'affaiblissent un petit peu. Il y a des royaumes finalement locaux qui parviennent un petit peu à les repousser, et du coup, finalement, ça appelle à une deuxième vague de vikings plutôt d'origine norvégienne cette fois-ci. Bref, tout ça occupe le 9e et le 10e siècle, avec des tentatives d'implantation de royaumes vikings dans ce territoire. Finalement, au milieu du 10e, pour la première fois, la présence permanente de ces vikings est menacée, puisqu'ils sont repoussés une première fois, mais avec finalement le royaume de Norvège s'en mêle, va même soumettre le royaume d'Angleterre au tournant du 10e et du 11e siècle. Et finalement, c'est avec le règne de Knut, qui est initialement issu de la branche de la famille royale norvégienne, qui mène une politique plutôt de conciliation avec les populations locales, en épousant par exemple la veuve de son prédécesseur qui est anglo-saxonne. En faisant une politique un petit peu plus conciliante, il arrive à un petit peu mieux fédérer tout ça, mais ça vole en éclats finalement dès qu'il meurt. Il y a une crise de succession et c'est Édouard le Confesseur qui récupère le royaume d'Angleterre. Mais pour autant,
après la mort d'Édouard le Confesseur, il y a à nouveau une crise dynastique. Les Norvégiens, qui n'ont pas oublié qu'avant ils dominaient l'Angleterre avec Harald Hardrad, viennent en Angleterre. Ils sont battus à Stamford Bridge en 1066 par Harold. Mais finalement, cette tentative norvégienne va favoriser un autre héritier des Vikings, Guillaume le Conquérant, qui bat l'armée anglo-saxonne quelques semaines plus tard à Hastings. Et du coup, évidemment, quelques mots quand même sur la Normandie, puisque, comme son nom l'indique, elle est passée sous la domination des hommes du Nord depuis à peu près un siècle et demi, avec le Saint-Clair-sur-Epte en 911. Donc en fait, le roi Charles le Simple a cédé la Normandie, ce qui allait devenir la Normandie, à Rollon. Après toute une série de raids qui durent jusqu'à la fin du IXe siècle, et même au début du Xe, finalement, le roi des Francs décide plutôt d'essayer de traiter différemment la menace présentée par les Vikings, puisque ceux-ci avaient déjà assiégé plusieurs fois Paris. Parfois les expéditions vikings vont très loin dans les terres, ils s'infiltrent avec les cours d'eau, mais ensuite ils peuvent parfaitement s'en éloigner. Ils avaient par exemple été battus à Montfaucon en Lorraine, et il y a des expéditions qui peuvent remonter très loin à l'intérieur des terres. Et donc finalement on se décide de s'occuper de cette menace en échange du baptême et de la fidélité. Hop, on leur donne un petit duché, ils sont contents. Et ça permet de se les mettre dans la poche pour défendre leur nouveau territoire, même contre d'éventuels autres vikings. Et donc ça leur sert aussi finalement de base vers de nouvelles expéditions, comme la conquête de la Sicile au cours de la seconde moitié du XIe. Et finalement c'est cette période qui est un petit peu la fin de l'âge d'or des Vikings. Les territoires qu'ils occupent sont peu à peu christianisés. De plus, ils sont aussi de mieux en mieux définis. C'est-à-dire que finalement, ils sont bien installés dans des territoires bien établis, et finalement, ils sont occupés des fois plus à se taper dessus qu'à essayer de monter des expéditions dans des royaumes qui sont souvent de plus en plus centralisés, avec un pouvoir qui est plus puissant et plus à même de repousser leurs expéditions. Et finalement, ils s'occupent davantage de leur guéguerre intestine, de commerce, et de faire fructifier leurs acquis à part concernant les aventuriers normands qui tentent leur chance en Méditerranée, que s'occuper d'autre chose. Et donc l'ère viking est plus ou moins révolue autour de la fin du XIe. Mais évidemment, la mémoire collective est très très loin de les oublier, et retient leur héritage avec toutes les imperfections que l'on sait. Et bon, bien sûr, la complexité de cet univers, que je n'esquisse qu'à très grands traits, mérite une analyse plus en détail, tout comme leur héritage du reste. Et je vais donc passer la parole à Evodie, qui va mettre à mal de nombreux fantasmes sur les femmes vikings. Alors merci Quentin, merci Clément, donc d'abord de m'avoir permis d'avoir le plaisir d'être ici ce soir. Donc je vais vous parler des femmes vikings. Le fantasme de l'image du viking, il ne touche pas que l'homme viking bien sûr, il touche aussi la femme viking. Cette guerrière, cette valkyrie indépendante dans un Moyen-Âge où on s'imagine très facilement la femme dominée dans un univers patriarcal. Donc bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. On va ici tenter de comprendre ces femmes vikings, donc, c'est-à-dire ces femmes qui ont vécu en Scandinavie. Donc vous voyez ici un peu en gros la zone, donc Norvège, Suède, Islande, entre les années 700 et 1100. Voilà, on est un petit peu large, mais c'est pour que vous situiez à peu près. Concernant le matériel historique pour cette étude, comme pour l'étude des Vikings en général, ce matériel historique est très vaste, trop vaste pour qu'on puisse s'en servir en entier ce soir. Donc j'ai choisi de me consacrer à l'étude des textes, et notamment des sagas islandaises, qui sont très riches en informations. De même, c'est un café débat historique,
Donc on va se concentrer sur des personnages historiques, ou du moins des personnages qui ont pu s'inspirer de personnes ayant réellement existé. Donc tout ce qui est les vraies Valkyries, les déesses, tout ça, on va laisser ça à une autre intervention. Voilà, on n'en parlera pas trop ce soir. On va donc découvrir, à travers certains portraits féminins directement tirés des textes, les différents visages de la femme viking, des reines comme de simples femmes libres, à travers dans un premier temps leur rapport au pouvoir et ensuite leur rôle de passeuse de culture. Donc premier point à régler de suite, vu que je pense que c'est la question qui occupe tous les esprits concernant ce pouvoir au féminin, la place des femmes dans les conflits armés. Si ce n'est pas clairement un visage dominant, on a quand même des exemples concrets de femmes ayant pris les armes. Donc ça ne définit pas exactement la femme viking, mais il y en a, c'est une vérité. On a par exemple des femmes libres, dont une certaine Thurid de la Grande Veuve, dont on parlera un peu plus en détail après, qui n'hésite pas à prendre les armes pour défendre sa maisonnée. Donc ce que vous voyez ici, un extrait de la saga des Féroïens. Sigmund et tous ceux qui étaient là coururent aussitôt prendre les armes. Thurid, la maîtresse de maison, s'arma elle aussi et ne se défendit pas moins vaillamment que n'importe quel homme. C'est un exemple, vous en avez des dizaines dans n'importe quel texte, que ce soit des sagas, que ce soit des histoires. On a aussi des femmes réellement guerrières, dans le sens qui ont participé à des batailles, qui les ont même dirigées. Vous avez ici des extraits de la Geste des Danois, donc un texte qui est là vraiment beaucoup plus historique, de Saxo Grammaticus. De Schleswig accoururent Akko le balafré et Tumi, le fabricant de voiles, qui obéissait aux ordres de Eta et de Visna, dont le corps féminin était naturellement animé d'une énergie virile. Webjörga aussi, emportée par la même fougue, entraîna après elle Bo, le fils de Bramus, et Brat le Jutlandais, qui était très désireux de se battre. Visna était une femme extrêmement dure et un très habile stratège. Eta, quant à elle, entourée d'amis dévoués, conduisit à la guerre une compagnie d'hommes. Ainsi, les deux femmes que j'ai dites, gracieuses dans leur uniforme de bataille, pouvaient-elles mener sans crainte leurs forces terrestres vers l'ennemi. Donc là, on est vraiment des personnes qui ont dirigé. Un peu plus bas, donc c'est un autre extrait du même texte. Donc là, on est face à une princesse danoise qui s'oppose clairement à son frère en prenant une armée et en la dirigeant. Sur ces entrefaites, Rusilla, dont les prouesses militaires révélaient la prodigieuse énergie féminine, déclara la guerre à tous ceux qui s'étaient inclinés devant les Danois. Donc là, elle parle des Danois de son frère. Donc vraiment, oui, la femme viking qui se bat, qui n'hésite pas à prendre les armes, c'est une réalité. Mais on a quand même des images déjà fantasmées dans les sagas. Donc, je le rappelle, les sagas, souvent, ça a été écrit 2, 3, 4, 5 siècles après. Et on ne peut pas aller contre déjà certaines images, comme celle qui est, je pense, la plus attendue, de la femme viking, la Valkyrie nue avec son épée. Donc, c'est un extrait de la saga d'Éric le Rouge. Donc, on parle de la fille d'Éric le Rouge, qui est en Vinland depuis à peu près 1 an. Et le problème, c'est que ils ont essayé de s'installer, mais les Indiens ne sont pas tout à fait d'accord. Donc Freydis, notre héroïne, sortit et vit Karlsefni et ses hommes qui battaient en retraite. Elle cria « Pourquoi fuyez-vous en courant ces imbéciles bons hommes, des hommes de valeur comme vous, alors qu'il me semble que vous pourriez les abattre comme du bétail ? Et si j'avais des armes, j'estime que je me battrais mieux que n'importe lequel d'entre vous. » Ils ne prêtèrent aucune attention à ses propos. Freydis voulut les suivre, mais elle fut distancée car elle était enceinte. On rajoute encore un an. En plus, elle est enceinte. Elle entra pourtant dans la forêt derrière eux, et les Skraelingar, c'est le nom qu'ils ont donné aux Indiens, la suivirent. Elle trouva devant elle un homme mort. C'était Sorbrand, fils de Snorri, qui avait une pierre plate enfoncée dans la tête. Son épée nue gisait auprès de lui. Elle la ramassa et se prépara à se défendre. Les Skraelingar arrivèrent alors sur elle. Elle sortit ses seins de son vêtement et les frappa du plat de son épée. À cette vue, les Skraelingar prirent peur. Ils battirent en retraite vers leur bateau et s'en allèrent à la rame. Donc, on est d'accord que le fait que les Vikings aient découvert le Vinland, en général l'Amérique, ça, plusieurs sources l'attestent, même au niveau archéologique. Par contre, cet extrait, c'est juste dans la saga d'Éric le Rouge. Même les autres sagas qui en parlent, il n'y a pas ce passage-là avec Freydis. Donc, contrairement aux extraits que je viens de vous montrer avant, où là, il y a vraiment plusieurs sagas, plusieurs histoires qui en parlent, donc il y a une assez bonne véracité historique. Là, voilà, on est déjà dans le fantasme, on va dire. Mais il faut quand même le mentionner, déjà 2-3 siècles après, parce que là, on est aux alentours de l'année 1000, il y a déjà cette image de la guerrière. Donc,
Oui, les guerrières vikings sont une réalité. Ce sont des combattantes, ce sont des stratèges. Pourquoi est-ce elles ont le droit, entre guillemets, de se battre? C'est parce qu'elles sont des membres importants de la communauté et de la famille. Elles ont droit et devoir de participer à cela. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas donc le visage principal. Un des visages les plus présents, on va dire, des femmes de pouvoir, c'est bien sûr les reines, les princesses, les comtesses. Donc c'est un visage que l'on retrouve autant, même plus que celui de la guerrière. Quand on parle de rôle politique pour les femmes, on pense au Moyen-Âge bien sûr, aux liens matrimoniaux, aux différentes alliances qu'elles pouvaient permettre. De temps en temps à leur rôle de conseillère, mais donc bien souvent uniquement comme agent de transmission entre guillemets des gènes. La réalité scandinave, elle apporte tout de même plus de poids aux reines qui sont actrices et actrices de premier plan. Pour illustrer cela, on va se concentrer sur une des plus grandes reines scandinaves et norvégiennes, Gunhild, mère des rois, d'ailleurs, c'est son surnom, qui résume et explique bien la puissance d'action que pouvait avoir une femme à cette époque-là, en ce lieu-là et dans ces sphères. Donc nous sommes au Xe siècle en Norvège. Gunhild, donc, qui est la fille d'un Hersir, c'est un petit chef local, épouse Eric à la hache sanglante, qui est l'héritier du trône de Norvège. Donc il va aller à différents endroits en Norvège, puis après il va aller en Angleterre, il va aller dans les Orcades, il va revenir en Norvège, donc avoir l'occasion entre guillemets de régner sur différents endroits. Et elle ne va pas se contenter de seulement suivre son mari, de lui donner une progéniture, une descendance. Il est précisé à plusieurs reprises dans les sources, beaucoup de sources différentes, qu'elle incite, conseille son mari, voire même des fois le contredit ouvertement et publiquement, et prend elle-même les décisions. Donc c'est des exemples qu'on a par exemple ici dans la saga d'Egil, fils de Grim le Chauve. En entendant de quoi il discutait, Gunhild dit « Je pense, Eric, qu'il en va maintenant encore comme d'habitude, tu es bien crédule et tu ne te rappelles pas longtemps le mal que l'on t'a fait. » Ce genre de phrases, on les retrouve souvent. Donc publiquement, elle n'hésite pas du tout à le contredire. Et si lui, par exemple, il décide finalement d'en faire entre guillemets qu'à sa tête, elle va agir derrière son dos. Et souvent, au final, le crédit, c'est elle qui l'a au final. Quand son mari meurt et que leurs fils prennent le pouvoir donc dans les Orcades puis en Norvège, encore une fois, c'est vers elle qu'ils vont se tourner pour prendre des conseils. Officieusement, c'est eux les rois. Officiellement, c'est eux les rois. Officieusement, c'est elle qui agit derrière. D'ailleurs, petite analyse qui peut être très intéressante à ce niveau-là, quand on regarde ces fameux fils dans tous les textes, donc que ce soit saga ou histoire, ils sont beaucoup plus présentés comme fils de Gunhild que comme fils d'Eric. On a à peu près un ratio de 30 contre 10. Donc c'est dire quand même l'importance déjà qu'elle avait. Elle use également de son pouvoir d'influence sur ses frères, notamment quand des personnages la gênent ou gênent ses fils dans l'accession au trône. Elle n'hésite pas à envoyer ses frères pour s'en débarrasser. Elle a acquis au final tellement de pouvoir et d'influence qu'elle pouvait totalement influencer la destinée d'un homme ou d'une femme qui lui avait plu, ou au contraire qui lui avait déplu. Un exemple ici, nous avons un certain Egil qui, en gros, a commis un meurtre dans la famille, qui a tué quelqu'un de la famille du roi Eric, et il a envie, en gros, de venir pour parlementer, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vengeance dans le sang, mais un échange commercial, etc., un paiement. Donc, au printemps, Egil équipa un bateau marchand pour faire le voyage d'Islande, donc il venait d'Islande. Arinbjörn lui conseillait de ne pas se fixer en Norvège tant que les pouvoirs de la reine Gunhild étaient si grands, car elle est très mal disposée envers toi, dit Arinbjörn. Le roi était plutôt renfrogné. Arinbjörn découvrit pourtant que la reine devait être encore bien pire. Et effectivement, après, ça se confirme, vu qu'au final, Egil est emprisonné. Et c'est finalement la reine qui se dit « Bon, on va quand même le libérer, on va quand même l'écouter ». Donc, les reines, et c'est pas la seule, il y en a eu beaucoup d'autres. Cette puissance de décision et d'influence de la femme viking ne se retrouve pas que dans les hautes sphères du pouvoir. On pourrait se dire, voilà, ça concerne uniquement les reines. Non, on retrouve aussi cette spécificité au niveau familial. Chez les vikings, si le père, ou à défaut l'homme référent, était en charge de la famille,
La femme ne demeurait pas à l'écart. L'homme avait pour fonction première de protéger sa famille, de lui fournir de quoi vivre par le commerce, l'artisanat, etc. La femme, quant à elle, avait pour responsabilité la gestion de la maison, de ses occupants. Alors quand on dit la maison, c'est pas le ménage, la cuisine, hein, c'est vraiment la maison, gérer les terres, gérer l'argent du couple, tout ce qui est en lien. D'ailleurs, une fois le seuil de la porte franchi, l'homme entrait dans le domaine où la femme présidait, et il l'écoutait. Symboliquement, c'était elle qui portait à la ceinture un trousseau de clés. C'est une image qu'on retrouve. Les Scandinaves avaient même pour coutume de placer devant la porte de la maison une poutre qu'on appelle le stokkle. Ce que vous voyez ici, donc dans cette reconstitution-là, cette poutre-là. Et cette poutre avait une valeur juridique très importante. En plus des règles stipulant la gravité de commettre des crimes une fois cette poutre passée, elle symbolisait l'entrée dans l'univers de la femme. Quand l'homme ou quelqu'un rentrait, passait cette poutre, elle était la souveraine, elle était ce qu'on appelait la husfreyja. L'homme, il dirigeait ce qui se passait à l'extérieur, elle, l'intérieur. Quoi décider pour l'éducation des enfants? En général, c'est vraiment elle qui décidait. Comme exemple, pour illustrer cela, on va en prendre deux. Tout d'abord, la fameuse Turid dont on a parlé juste en haut, qui défendait sa maison, donc qui est surnommée la Grande Veuve. Elle et les femmes de sa famille en sont une bonne démonstration. Donc nous sommes cette fois-ci à la fin du Xe siècle, et Turid n'est encore qu'une jeune fille, quand son père recueille deux jeunes gens qui se sont perdus dans les montagnes en hiver en Norvège. Alors, il recueille, c'est plutôt la femme, donc la mère des Turid, qui décide de les recueillir, parce qu'au début, le père se méfie d'eux, deux jeunes gens perdus dans l'hiver, il a une fille, il s'inquiète, et c'est elle qui va prendre la décision de les accueillir et de les prendre tout l'hiver sous son toit, en échange de services, et il lui dit bien d'ailleurs, ok, tu prends la décision, tu en prends les responsabilités. Un peu plus loin, donc Turid finit par épouser l'un de ces hommes, on se doutait que de toute façon ça devait bien arriver, Sigmund, et elle le suit dans les Féroé, donc au nord de l'Écosse, qui sont à ce moment-là déjà vikings. Et rapidement après qu'ils se soient installés, qu'ils aient eu des enfants, il est assassiné. Donc Turid se retrouve seule sur une île où elle n'a pas vraiment d'amis, puisque ça fait que quelques années qu'elle est là, pas de famille, avec ses 4 enfants. Et c'est elle qui va entièrement diriger toute sa maisonnée. Même quand ses enfants grandissent, notamment ses 3 garçons, ça reste elle qui prend au final les décisions. Ça reste vraiment ce qu'on appelait la grande veuve, celle qui décide. Et elle est d'ailleurs très souvent secondée par sa fille Thora, qui l'aide aussi à prendre les décisions. C'est loin donc d'être un exemple isolé. Et on va maintenant prendre l'un des exemples les plus connus, donc celui d'Odd la Sagace, qui elle, si vous allez en Islande, vous parlez de Ausur, donc en islandais, c'est une héroïne, c'est un peu comme nous, Jeanne d'Arc, elle est autant connue. Elle est née en 834 en Norvège. C'est elle aussi la fille d'un Hersir, donc un petit noble local, et elle doit fuir avec sa famille dans les îles britanniques. Et après avoir été tour à tour reine de Dublin, en épousant Olaf le Blanc, puis mère du chef de l'Écosse du Nord, elle se retrouve en très peu de temps seule à la tête d'une famille dans un territoire hostile, en sachant que son père, son mari et son fils venant de mourir. Elle doit donc prendre une décision et elle décide de rassembler toute sa maisonnée, donc c'est-à-dire sa famille, mais aussi les esclaves, les amis, ses richesses, et elle part sur un navire qu'elle vient de faire construire, et tout le monde la suit sans émettre une seule objection. Pourtant, il y avait des hommes libres parmi les amis, qui étaient même plus âgés qu'elle, etc., mais c'est quand même elle qui a pris la direction de cette expédition. Elle va donc mener sa maisonnée d'île en île, s'alliant les puissances insulaires des Orcades, des Féroé, jusqu'en Irlande. Au final, elle colonise un lieu et le dirige jusqu'à sa mort avec un réel brio. Donc là, un exemple, pareil, il y en a plein, mais je pense que celui-là est celui qui l'explique le mieux. Donc Un, c'est aussi un des prénoms de Odd. Un la Sagace était à Catan quand Thorstein, son fils, périt. En apprenant que Thorstein avait péri et que son père, à elle, était mort, elle estima qu'elle ne pourrait se promouvoir en ce lieu. Elle fit faire en secret un knorr, pas un drakkar, un knorr, on est d'accord? Dans la forêt, lorsque ce bateau fut achevé, elle l'équipa et emporta quantité de biens. Elle emmena tous ceux de ses parents qui étaient en vie, et l'on n'a guère d'exemple qu'une femme seule soit parvenue à fuir de telles hostilités avec autant de biens et une si grande compagnie. Par là, on peut remarquer que ce fut le parangon des femmes. On emmenait également maint homme de grande valeur et de haute famille. Donc là où elle se distingue, c'est que vraiment les conditions lui étaient très très hostiles, elle s'en est quand même tirée. Deuxième point de cette présentation, les femmes vikings
sont des femmes de pouvoir, étaient des femmes de pouvoir, mais c'était également des passeuses de culture. Cela nous amène donc à nous poser la question de la femme au sein de la famille et donc de la société, parce que ce sont deux notions qui sont totalement indissociables pour les Vikings. Une personne se définit dans la société par son appartenance à une famille. À la naissance, la petite fille scandinave, au même titre que le petit garçon, était consacrée aux dieux et aux puissances. Donc sa mère accouchait à genoux. Le père entrait ensuite et reconnaissait ou non l'enfant. Dans le premier cas, il lui donnait un nom. Dans le deuxième, il l'abandonnait aux animaux sauvages. C'est une pratique qu'on appelait l'Utburs, qui était uniquement pratiquée à l'époque païenne. En grandissant, donc l'enfant était assublé d'un surnom en fonction de ses caractéristiques, de son caractère ou entre guillemets déjà de ses exploits. C'est possible, on a déjà des jeunes enfants même à 5-6 ans qui avaient accompli de grandes choses. Et c'est notamment le cas de Odd la Sagace dont on parlait juste un petit peu avant, qui elle a eu son surnom la Sagace déjà tôt parce que tout enfant elle présentait déjà une grande sagesse. Entre 12 et 14 ans, la jeune fille était considérée comme majeure, approximativement quand elle devenait pubère, et elle avait dès son plus jeune âge, divers rôles déjà prévus pour son avenir. Elle représentait déjà la possibilité de s'allier à des familles puissantes, comme on vient de le dire, mais aussi d'assumer la maisonnée et l'héritage dans le cas où il n'y aurait aucun enfant mâle. Ça posait vraiment pas de problème. C'était également une alliée de poids sur laquelle sa famille pouvait toujours compter, et qui ferait tout pour la rendre fière. En effet, dans quasiment tous les exemples qu'on a dans les textes, à part vraiment de rares fois, une femme est toujours plus fidèle à sa famille qu'à son mari. Donc le fait quand elle se marie, elle change de famille, non, elle reste toujours fidèle à sa famille. Une fois donc justement la jeune fille en âge de se marier, sa famille se mettait en quête d'un bon parti. Donc la plupart du temps, c'était quand même les hommes de la famille, les pères ou les frères qui se chargeaient de l'affaire. Cependant, dans les sagas scandinaves, régulièrement aussi, on demande l'avis à la jeune fille et à sa mère, et il arrive fréquemment qu'elles disent non en expliquant les raisons et que que le père accepte. À propos justement du mariage, pour la dot, le mari comme la femme devait en avoir une. Pour lui, ça s'appelait le Monsur, et pour elle, l'Eimeinfylgja. Celle apportée par la femme restait toujours sa propriété. C'était à elle quoi qu'il arrive. Le douaire de son époux lui revenait également après consommation de l'union. Il fallait d'ailleurs souvent que le douaire du mari soit plus important que la dot de l'épouse. Ceci vient rappeler que la femme avait la responsabilité de gestion, c'est elle qui gérait les biens qui appartenaient au couple, pas au mari seulement. Le concubinage, pour l'homme comme pour la femme, était une réalité avant la christianisation, bien sûr. Cependant, il était courant que ces situations dégénèrent, notamment entre l'épouse et la concubine qui logeaient sous le même toit. On a plusieurs exemples de crépage de chignons qui finissent dans des bains de sang avec des épées, etc. Ça fait partie du risque, entre guillemets, du métier. Si en général, les mariages étaient stables, parce qu'un mariage, c'était avant tout une affaire, entre guillemets, économique. Il y avait des fois des histoires d'amour, mais ça restait comme, en général, partout au Moyen-Âge à ce moment-là, des affaires. Il était tout à fait possible de se séparer. Et c'était même relativement facile, pour diverses raisons. Il fallait pour cela porter la cause à la connaissance de témoins et se déclarer séparés. Donc, entre autres exemples de séparation, des cas où la femme était battue par l'homme, où l'homme était battu par la femme aussi, on en a, de mauvaises actions répétées, ou également du non-respect du devoir conjugal. Donc c'est l'extrait que je vous ai mis. Morde dit à sa fille, « Dis-moi maintenant tout ce qu'il y a entre vous. Il en sera ainsi, dit-elle. Je veux divorcer d'avec Ruth, et je peux te dire quelle est la principale accusation que je porte contre lui. Il ne peut avoir avec moi des rapports tels que je puisse jouir de lui, et il est pourtant par nature homme des plus virils. Dès qu'il s'approche de moi, son membre s'enfle tant qu'il ne peut tirer jouissance de moi, et pourtant nous avons tout fait tous les deux pour que nous puissions jouir, mais rien n'y a fait. Morde dit, tu as bien fait de me le dire, je vais te donner un conseil. Quand tu seras tout à fait prête, tu iras à ta couche, ainsi que les gens qui seront tes compagnons de voyage. Tu prendras des témoins près des montants du lit de ton mari, de ce que tu te proclames séparé de lui par divorce légal, aussi exactement que possible, selon les règlements de l'Alsing et les lois du pays. Donc c'était entre guillemets aussi simple que ça. Enfin, il fallait quand même qu'il y ait une raison valable. Là, c'est une raison valable. Pour eux. Donc c'était quand même bien établi par des lois. Après le divorce, la femme viking avait droit à la moitié du capital du couple, une rente en plus si elle gardait avec elle les enfants, s'il y en avait eu.
Mais dans le cas contraire, même dans le cas contraire, les textes stipulent un pourcentage assez important auquel elle avait droit. Dans ce cas-là, le père de notre héroïne va réussir à réclamer 90% du bien du couple parce que ça fait 1 an que cette histoire traînait et que le mari n'était pas capable de faire son devoir. Et donc du coup, elle a droit à compensation parce que pendant ce temps, elle aurait pu trouver un autre mari avec qui elle aurait pu avoir descendance, etc. Les veuves, les divorcées, les ex-concubines officielles prennent alors une importance qu'on ne connaissait pas dans le sud de l'Europe à cette époque. Elles possédaient le plus souvent, du coup, un minimum de biens. Quelquefois, ces biens étaient gérés par leurs fils, si elles en avaient, mais dans ces cas-là, c'était elles-mêmes qui leur demandaient, parce que tout simplement, elles n'avaient pas envie de le gérer. Mais c'était quand même, en général, elles qui géraient tout. Elles jouissaient donc d'une certaine et véridique autonomie. Elles avaient donc la possibilité à ce moment-là de se remarier, mais elles étaient seules décisionnaires de leur sort. C'était elles seules qui prenaient la décision à la fin. On a parlé tout à l'heure de Thury de la Grande Veuve. À un moment donné, on lui a proposé de se remarier. Elle a demandé à ses fils ce qu'ils en pensent, et au final, c'est avec sa fille qu'elle a pris la décision. Et au final, elle a dit non, je préfère rester seule maîtresse de mon île et de mon domaine, de mon territoire. Les femmes, dans ce cas, sont assez nombreuses. Le mariage, il avait aussi, bien sûr, pour but de fournir une descendance. C'est pour ça, à la base, qu'on se marie. Une fois les enfants nés, la mère pouvait très bien s'en occuper elle-même, ou bien confier leur éducation à une nourrice. Ça, c'est au choix. Une fois la période de sevrage achevée, c'était encore la mère qui décidait d'élever les enfants ou de les envoyer dans d'autres familles. Thora, donc la fille de cette fameuse Thury de la Grande Veuve, choisit par exemple de confier son fils à une famille qui était auparavant ennemie, la fameuse famille qui avait d'ailleurs assassiné son propre père. Mais c'était pour consolider une nouvelle amitié. Ils avaient réussi à se réconcilier, donc en échange, les 2 fils ont été échangés et élevés par le clan adversaire. Dans le cas où la mère décidait d'élever elle-même ses enfants, elle avait alors donc le statut d'éducatrice. Elle devenait la garante des traditions. Elle transmettait les us et coutumes dès le plus jeune âge aux enfants par le biais de légendes, de chansons, mais aussi des sagas. Les sagas, comme Quentin l'a dit, c'est avant tout une tradition orale. Elles se racontaient régulièrement dans les familles. Et elle transmettait comme ça le respect et la fierté de l'appartenance à une famille et à un clan. Certaines femmes, du coup, en venaient à entretenir une image de sagesse confirmée par les fonctions d'anciennes sages que l'on retrouve avec la reine Gunhild, avec Aude la Sagace, forcément. Et Aude, d'ailleurs, nous permet de dévoiler même un rôle maternel d'une autre dimension dans les textes. Ses actes en tant que mère ne sont pas du tout mentionnés par rapport à son fils, qui était apparemment un homme un petit peu brutal, pour le coup, le vrai viking tel qu'on se l'imagine. Par contre, elle a été très présente avec ses petites filles et son petit-fils, et là, elle a eu réellement un rôle de conseillère de vie. Alors, des passeuses de culture donc dans la famille, mais aussi dans la société. Premier point, c'était des gestionnaires avertis. Donc ça, on l'a compris, ça fait 2 fois que je le dis. Dans le détail, elles géraient la maisonnée, l'intendance, les stocks, les serviteurs, les esclaves, mais aussi, il y a aussi des cas dans les textes où elles participaient au commerce de leur époux. On retrouve encore la famille d'Aude la Sagace avec une de ses petites filles, justement, Thorgerd, qui participe amplement au commerce de son époux. Thorgerd montra bientôt qu'elle était une femme de tête. La condition de Eriolf, fut alors bien meilleure et plus honorable qu'avant pour avoir épousé une femme telle que Thorgerd. Nous avons aussi des femmes, comme une certaine Thorgunna, qui est décrite comme une cinquantaine inflorissante, de par les richesses qu'elle a amassées au gré de transactions réussies par ses bons soins, et qui s'installe dans une grande ferme, et il loue son logement, et il travaille avec force dans les champs, qui tisse avec les autres femmes, etc. Second point, des femmes dans la société scandinave, les croyantes. Donc bien sûr, dès l'an 1000, le christianisme s'officialise, mais c'est en public. Dans le privé, les vieilles croyances restent tenaces et la femme se révèle alors tour à tour magicienne, devineresse, sorcière, ou alors à l'opposé, femme pieuse, bâtisseuse d'église, etc. La Thorgunna dont nous venons de parler, par exemple, qui est une femme très pieuse, très chrétienne, qui est enterrée dans une église, etc., a à un moment donné un petit problème avec sa propriétaire justement du logement qu'elle loue, qui veut acquérir ses draps et ses tentures en or.
Et Sorguna la prévient que si jamais elle s'en empare, elle mourra dans d'atroces conditions, ainsi que tous ceux qui l'ont aidé à commettre son forfait. Donc on est d'accord, en gros c'est une sorte de malédiction, etc. Qui au final se réalise parce que bien sûr quand Sorguna meurt, la fameuse propriétaire récupère les tentures et les draps. Et Sorguna, son fantôme apparaît plusieurs fois. Au final, tous les coupables meurent dans des conditions atroces. Je passe les détails, détails croustillants. Donc on retrouve également Gunhild, la grande reine, qui est connue pour ses potions, notamment ses poisons. Ça l'aidait pour éliminer quelques personnes gênantes. Et aussi pour ses penchants pour la magie. Et elle se convertit donc, par contre, au christianisme quand même. C'est elle qui arrive à convaincre son époux de le faire quand ils sont en Angleterre, encore une fois justement pour que ce soit plus facile, qu'il soit plus facilement accepté. Donc là encore, c'est un choix, on est d'accord, politique plus que personnel, et ça ne l'empêche pas de continuer dans tout ce qui est magie, paganisme, etc. Donc les exemples tirés de l'histoire des rois des Norvèges et de la saga d'Egil, fils de Grimm le Chauve. Je suis venue ici, leur déclara-t-elle, pour apprendre la magie. Gunhild, son épouse, était la plus belle des femmes. Elle était intelligente et versée dans la magie. Quasiment la même phrase. Gunhild était la plus belle et la plus avisée de toutes les femmes et fort versée dans la magie. Nous avons également deux ferventes chrétiennes à qui l'on doit les premiers monuments religieux. Donc encore une fois, on va reprendre Odd la Sagace. Deux extraits des sagas du Vinland et du livre de la colonisation de l'Islande. Elle faisait ses prières à Krossolar. Elle y fit ériger des croix car elle était baptisée et bonne croyante. Elle faisait ses prières à Krossolar, donc la colline de la croix, les collines de la croix. Elle fit ériger là des croix parce qu'elle était baptisée et ferme dans sa foi. Ses parents eurent ensuite une grande dévotion envers ces collines. Lorsque les sacrifices commencèrent, on fit là un temple. Alors cette dernière phrase, on l'explique parce que tout bêtement, elle est morte vers à peu près 940. Et l'Islande n'a été officiellement chrétienne qu'à l'an 1000, en gros. Elle était chrétienne, de par le fait qu'elle venait de Norvège, qu'elle avait été en Irlande, en Écosse, etc. Mais ses enfants, même s'ils respectaient ses croyances, n'ont pas forcément partagé la même foi qu'elle, mais c'était quand même un lieu important. Et d'ailleurs, il y a quelques années en son honneur, les Islandais, donc modernes, ont érigé une croix où vous pouvez voir donc Ausur Djuprodga, qui veut dire Odd la Sagace. Bon, le reste, je vais pas vous lire non plus, c'est l'islandais. Mais voilà, donc en son honneur reste quand même une des symboles de la femme chrétienne. Troisième point, ces femmes sont de vrais vikings, dans le sens qu'elles voyagent, qu'elles prennent le bateau, qu'elles aiment parcourir les terres. Elles voyagent pour différentes raisons. Bien sûr pour des raisons de guerre, de fuite ou de conquête. Un peu comme Gunhild, qui suit son mari pour conquérir l'Angleterre, les Orcades, avant de revenir en Norvège. Pour fuir aussi des zones dangereuses comme Odd, ou par simple envie. Les meilleurs exemples de ce genre de volonté de voyager restent Odd et sa petite fille Sorgerd, donc la fameuse commerçante. Odd la Sagace, donc vous voyez ici une carte qui fut, à peu de choses près, une voyageuse née. Donc après sa naissance et son enfance en Norvège, elle suit son père vers l'ouest, donc en fonction des sources, comme vous pouvez voir, différents itinéraires en fonction des sources. Elle va vers les Hébrides, vers le nord de l'Écosse, le Caithness. En Irlande, elle revient dans le nord de l'Écosse. De là, donc avec le fameux Knord dont on parlait tout à l'heure, elle va dans les Orcades, les Féroé puis l'Islande. Et du coup, en fonction des textes, elle parcourt à vol d'oiseau entre 600 et 2000 km. Ce qui est quand même énorme. Je rappelle qu'on n'a pas d'avion, c'est vraiment énorme. Sa petite fille n'est pas en reste. Donc là, on parle vraiment d'envie de voyage. Au-delà du fait, donc elle est née dans le nord de l'Écosse du coup, elle a suivi sa grand-mère, donc Orcade, Féroé, Islande. Une fois qu'elle est installée en Islande, qu'elle est mariée, qu'elle a un fils, etc., son mari décède. Et plutôt que de rester à gérer son domaine, elle décide donc là de le confier à son fils pour aller voir du pays, aller voir ce fameux pays d'où viennent ses ancêtres, la Norvège qu'elle n'a pas connue. Elle va en Norvège, elle s'y remarie, elle a un autre enfant, et on aura ensuite plusieurs allers-retours qu'elle va faire entre l'Islande et la Norvège pour voir, entre guillemets, chacun de ses fils. Donc c'était une femme riche, écoutée et avisée, et qui pouvait donc du coup se permettre ces traversées relativement régulières pour l'époque. Donc au final, on est loin d'avoir abordé tous les points relatifs aux femmes vikings.
Mais j'espère quand même que ces quelques minutes ont fait leur travail en vous faisant comprendre, en faisant voir ce qu'étaient que les femmes vikings, des femmes dont les devoirs et les droits étaient établis et nullement contestés. Et surtout, vous donneront envie d'ouvrir les livres, de lire les sagas, qui sont vraiment à la portée de tous, qui sont très agréables à lire, malgré leur âge, malgré les 8 siècles qu'elles ont. Et vous pourrez vraiment découvrir des situations cocasses, émouvantes, mystiques. Voilà, c'est vraiment, vraiment quelque chose à lire pour découvrir ces femmes et en général ces vikings qui valent largement le détour. Voilà, merci. Merci beaucoup, Elodie. Avant d'ouvrir des livres, nous allons ouvrir le débat. Et pendant ce petit temps d'échange, Quentin va faire passer une petite liste pour ceux qui le souhaitent, pour que vous puissiez vous inscrire à notre newsletter, pour ceux qui ne le seraient pas encore. Et donc, pendant ce temps, je vais céder la parole au public, si le public a des questions, des remarques, des commentaires. Je vais peut-être commencer. Tu as parlé de christianisation. Qu'est-ce que la christianisation a pu changer dans la place des femmes, dans ces civilisations-là, et à quel tempo, surtout? Alors la question de la christianisation se fait sur la longueur, parce que comme on l'a dit, autant Quentin que moi-même, elle se fait officiellement aux alentours de l'an 1000, pour l'Islande, pour la Norvège un peu plus tôt, vers le 9e, 10e siècle, mais officieusement, dans les familles, tout ce qui est païen, Odin, Thor, etc. reste très présent. On a notamment des exemples d'ateliers de forge où vous avez des croix qui côtoient des marteaux de Thor et qui sont faits dans le même moule. Donc c'est bien montré que voilà, les deux se côtoyaient sans problème. Il faut rappeler aussi que la christianisation, elle a été accomplie parce que c'était plus pratique pour les échanges commerciaux notamment, au niveau politique. C'était vraiment entre guillemets une monnaie d'échange. Voilà, je me baptise, donc viens traiter avec moi, que ce soit au niveau politique ou au niveau commercial. Et pour les femmes, là où ça a changé, c'est notamment au niveau du mariage. Le divorce, beaucoup moins facile. On a quand même quelques exemples. Voilà, on a notamment un roi qui arrive à divorcer de sa femme parce qu'il a réussi à dire qu'elle était sa cousine au premier degré. Donc voilà, des petites excuses de ce genre-là. On arrive quand même à s'en sortir un petit peu. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins pratique. Le coût des concubins, il y en a plus, ça c'est sûr, autant pour les femmes que pour les hommes. Et dans ce cas-là, on peut faire même un parallèle avec l'Irlande. Pareil, avant la christianisation, les femmes avaient un pouvoir et un rôle qui était même plus important que celui des femmes vikings. Et quand la christianisation est arrivée, elles ont eu d'autres rôles. Voilà, d'autres fonctions, celui d'abbesse, de bâtisseuse d'église, etc. Donc c'est vrai qu'elles ont quand même perdu en influence et en pouvoir, notamment au sein de la maisonnée. Mais ça a pris du temps. Oui, donc je voudrais savoir, parce que j'ai vu que tu as parlé de Saxo Grammaticus, de la geste des Danois, et je sais que dans le chapitre 9, où il est question de Ragnar, justement, Saxo Grammaticus parle de l'Agertha, et du coup je voudrais savoir, est-ce que tu as travaillé autour de cette figure, est-ce que tu l'as retrouvée dans d'autres textes ou pas? Alors, oui, dans la saga de Ragnar Lothbrokar, tout simplement, déjà, et dans d'autres textes, mais l'Agertha, en général, n'est pas un personnage très très important dans cette histoire, contrairement à la fameuse série Viking, où là, c'est la guerrière, les mamillards, etc. Là, non, c'est la première épouse de Ragnar, tout bêtement, mais celle qui va prendre le plus d'ampleur, c'est sa seconde femme. Voilà, elle, au final, historiquement, voilà, en fait, dans la série notamment, ils ont repris ce personnage et ils l'ont mélangé avec d'autres personnages qui ont existé. Donc ça reste quand même véridique historiquement, mais le personnage de l'Agertha, si elle a vraiment existé, n'était pas une guerrière à ce niveau-là, etc. quoi. Voilà. Merci Clément. Je pense que tu as bien fait de rappeler effectivement que le vrai nom des navires vikings, c'est pas le Drakkar. Par contre, je pense que personne ou très peu de personnes parmi nous savent d'où vient ce nom de Drakkar en fait. Donc j'aimerais que tu nous expliques un petit peu. Merci. Alors, Drakkar, on a retrouvé les premières mentions dans les fameux textes anglo-saxons, tout simplement parce que ça veut dire dragon.
et que la première chose que les victimes de ces raids voyaient quand les Vikings arrivaient, c'était la figure de proue de leur navire, qui était très souvent une tête de dragon. D'où le nom, voilà, les dragons arrivent. D'ailleurs, les premières mentions, je crois que c'était en 789, on dit qu'il y a des dragons qui surgissent de la mer et qui ont mis le monastère à feu et à sang. Et on se rend compte par la suite qu'en fait, c'était les Vikings. Donc c'est pour ça qu'on a gardé ce nom de Drakkar. Mais en fait, voilà, il y a plusieurs noms. En général, donc c'était un Knorr, donc pas les soupes. Le bateau, en général. Après, on avait pour les longs bateaux, par exemple, quand on faisait le voyage jusqu'au Canada, c'était des Langskip. Donc il y avait plusieurs styles de navires. Et c'est vrai que par vulgarisation, on emploie le mot Drakkar parce que c'est plus simple et que ça reste quand même, ça fait partie de cette image populaire du viking sur son bateau avec son dragon qui arrive pour conquérir et pour commettre des raids. En fait, c'est plus, est-ce que on peut faire un parallèle entre les femmes vikings historiques et les femmes vikings dans la mythologie, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont un rôle particulier au final dans la mythologie nordique? Alors oui, bien sûr, elles sont tout aussi importantes. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour les Vikings, les dieux, ce ne sont pas du tout les dieux tels qu'on peut l'imaginer, distants, loin. On a beaucoup de textes, et c'est là qu'il faut faire attention à la véracité historique, où Thor descend aider les armées et combat aux côtés d'un roi. Il n'y a pas de problème. Les dieux sont mortels, vu que, comme tu en parlais, Ragnarok meurt. Les dieux sont jaloux. Les dieux sont au final très humains, et ça marche aussi pour les déesses. On a Freya, on a bon, forcément, si on reprend, on va déborder un petit peu sur le sujet de Ronan, mais par exemple, quand on parle de Thor, on parle de Sif, sa femme, voilà, qui est une image de la guerrière. On a Skadi, la déesse de la montagne et de la neige, qui se balade avec sa meute de loups sur ses skis. Donc oui, elles ont chacune une importance, parce que les dieux scandinaves servent vraiment à montrer au monde, entre guillemets, et à rappeler aux Scandinaves eux-mêmes ce qu'ils sont. Donc les dieux au masculin sont la représentation du viking au masculin, et les déesses au féminin sont la représentation des vikings au féminin, tout simplement. On parlait de parallèles, et tout à l'heure tu as parlé des femmes d'Irlande. Est-ce que le statut des femmes vikings est plus ou moins unique en son genre, finalement, dans l'histoire de cette époque de l'humanité, ou est-ce qu'il y a d'autres parallèles au-delà des femmes d'Irlande que l'on pourrait dresser? Alors je t'avoue que je ne sais pas vraiment, étant donné que moi je me suis surtout concentrée sur le nord-ouest de l'Europe, dans ce haut milieu du Moyen-Âge. Je sais que c'était moins le cas en Angleterre. Les anglo-saxonnes, etc., avaient beaucoup moins de liberté, de droits et de devoirs. Les irlandaises, oui, forcément. Les écossaises également. Après, je t'avoue que pour le reste... Bon, je pense qu'on peut applaudir une fois de plus Evodie, et nous allons passer... Et nous allons immédiatement passer la parole à Ronan. Bonsoir à tous. Alors moi, je n'ai pas fait de master d'histoire. J'ai fait une licence. Je me suis arrêté à la licence. J'ai pas eu le courage d'aller plus loin. Mais ouais, c'est pas bien. Mais bon, derrière, j'ai fait un master donc d'art du spectacle, communication et médias. Et bon, je travaille au SIAM actuellement, qui est le service culturel de l'université de Toulouse 2. J'ai gardé des contacts assez étroits avec la joyeuse bande qui vous sert d'organisateur de ces cafés-débats, ce qui fait qu'il m'a été proposé d'intervenir sur le sujet donc des Vikings, en toute modestie évidemment, puisque je n'ai absolument pas le bagage de savoir que peut avoir Evodie juste avant, que j'ai eu l'occasion de rencontrer précédemment. Alors, moi, mon objectif était plutôt ici d'inciter, on va dire, à réfléchir autour du viking, et surtout de son image, de l'image qu'il a dans la pop culture, hein, pour prendre le plus large possible. Même si moi, en ce qui me concerne, je vais plus me cantonner à l'audiovisuel, puisque c'est quelque chose que je maîtrise plus que vraiment plus que la littérature, un peu plus que la bande dessinée.
Voilà, donc l'idée, c'est surtout, on va dire, d'observer sous quelle forme on peut se manifester cette représentation du viking dans les œuvres culturelles et artistiques. Par viking, j'entends, on va prendre viking au sens large, scandinave du Moyen-Âge, puisque vous allez voir qu'en fait, dès qu'on parle de Scandinavie, dès qu'on dépeint une peuplade armée qui évolue plus ou moins dans la neige, tout ça, on en arrive très très vite à du viking. Voilà, voilà. Et pour peu qu'ils aient un bateau, j'allais dire un drakkar, pour peu qu'ils aient un bateau avec une tête de dragon devant, bon voilà ça. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de distinguer ce qui relève davantage de la perception, on va dire, populaire du viking, et ce qui relève, on va dire, d'une perception qui est plutôt, on va dire, historique. Ce sera notamment le cas, on pourra discuter de ça surtout en parlant de la série Vikings, qui a été réputée pour être, on va dire, un petit peu plus soucieuse de ce qu'on pourrait appeler, avec des guillemets, la réalité historique, que certaines autres œuvres que je vais avoir l'occasion de vous parler. Voilà. Alors, très simplement, d'un point de vue culturel, je pense que les Vikings se situent, on va dire, entre une figure historique et un personnage de fiction. Mais c'est un personnage qui occupe cette place-là de manière assez idéale. Je pense de ce point de vue-là, il est assez proche de l'image, par exemple, du cow-boy ou du chevalier de manière assez générale, puisque ce sont des figures dans lesquelles l'imaginaire prend rapidement le pas sur la réalité. Et nous sommes en présence d'une icône qui constitue un terrain, on va dire, fertile au récit. Alors notamment grâce à l'aura, on va dire, aventureuse qui entoure ces figures-là, puisque ce sont profondément des aventuriers, des gens qui explorent des contrées inconnues, des gens, enfin des personnages qui ont un quotidien fait de combats, voilà. Alors dans le cas du viking, on met communément justement en avant ce goût pour le combat. On le fait toujours passer pour un guerrier émérite qui est rompu à l'art de la guerre, à l'art du pillage aussi un petit peu. Et puis on met en avant aussi son côté intrépide explorateur des mers, puisque quand on parle de viking, il est difficile de passer à côté de cet aspect, puisque comme vous l'a sans doute expliqué Evody, ou souligné Evody, c'est d'abord par des raids venant de la mer que les Vikings se sont fait connaître aux autres Européens, enfin en particulier. Alors pour quelles raisons on aurait une perception, on va dire, très stéréotypée et très limitée finalement de ce Viking? Alors je pense que Evody pourra rebondir sur ce que je dis, mais je pense que la littérature quand même médiévale a joué, je pense, un grand rôle là-dessus, puisque d'une part, les écrits qui parlent des Vikings ont été en partie rédigés par ceux qui en ont été les victimes, du fait, par exemple, les moines qui venaient de subir un assaut sur leur monastère, donc des victimes de leur raid. Qui prenaient vraisemblablement pas la plume pour dire d'eux qu'ils étaient de paisibles poètes et de gentils agriculteurs, mais voilà, bien plutôt de redoutables et sanguinaires barbares du Nord et venus de par-delà les mers. Et puis il y a les sagas, d'autre part, qui sont quand même des textes emblématiques de cette culture scandinave. Et qui font quand même la part belle à des récits mythologiques, historiques, mais toujours avec un accent résolument épique. Alors là aussi, je parlerai sous le contrôle d'Evody, mais il me semble par exemple qu'il y a l'Edda poétique, qui est un texte, on va dire, emblématique en termes de saga. Et puis il y a évidemment l'exemple de
la saga de Ragnar, qui est l'inspiration première de la série Vikings. Et ensuite, je pense qu'il faut citer aussi les déformations esthétiques auxquelles nous avons eu droit au XIXe siècle, avec les artistes dits pompiers qui affublaient les Vikings d'attributs un peu saugrenus, pour le moins, dans leur élan de monumentalité, on va dire, qui tendait à la démesure, à l'exagération. Alors, en ce qui concerne les Vikings et ces inspirations Vikings, je pense qu'il est intéressant de distinguer dans le monde des arts la manifestation de ce qu'on pourrait appeler le vrai Viking, donc un personnage qui est déclaré et affiché comme étant un Viking, dans le cadre d'un système de représentation qui invoque ouvertement, donc d'une part l'époque ou la culture de la Scandinavie médiévale, et les distinguer justement d'une utilisation qui serait plus détournée de l'imagerie du Viking et des symboles qui y sont rattachés, notamment dans le cadre de la création d'univers fictifs, ce qui est très souvent le cas dans l'heroic fantasy, essentiellement. Alors pour parler du cinéma, pour donner des premiers exemples, on va parler, je pense, d'un film qui s'appelle Le 13e guerrier, qui est difficilement évitable, puisque j'en ai rêvé la nuit étant petit, après avoir vu ce truc. C'est un film emblématique du fait qu'il a clôturé le millénaire. Il a été réalisé par John McTiernan en 1999. C'est une grosse production hollywoodienne avec Antonio Banderas à l'affiche, qui fait très viking en soi-même. Alors, le personnage principal n'est pas un viking, c'est un peu la curiosité du jour. C'est un poète arabe, donc qui va, suite à un bannissement pour avoir courtisé la mauvaise princesse, se retrouver sur les routes avec ce bon vieux Omar Sharif, et il va tomber sur une équipée de vikings. Je me demande encore comment, mais c'est bon, pourquoi pas. Alors le scénario n'est clairement pas le point fort du film, puisque on retrouve ce prince arabe, enfin ce poète arabe qui rencontre ces vikings. Il se retrouve malgré lui embarqué dans la réalisation d'une prophétie qui invoque un 13e guerrier qui doit être étranger. Enfin un truc complètement tiré par les cheveux. Donc c'est clairement pas le point fort du film. C'est un film à caractère hollywoodien, donc c'est très simple. Ce scénario est extrêmement simple, mais il se démarque un petit peu des autres réalisations du même type, du fait que son registre et son ambiance globale sont assez crasseuses. C'est assez violent pour un film finalement qui se serait voulu un film de divertissement grand public. J'en ai fait les frais moi-même, étant 1999 encore un jeune naïf qui commençait à avoir des membres dégoulinés de partout. Enfin, c'était assez glauque. Alors, sur le plan des Vikings, on retrouve une équipée de guerriers en quête de gloire, hirsutes, ripailleurs, un peu franchouillards, mais surtout des personnages qui sont intrépides, altruistes aussi, et qui savent faire face à l'adversité, puisque pour rappel, c'est une bande de vikings qui vont apporter leur aide à un chef de village qui est désarmé face à des assauts répétés de démons, soi-disant démons, qu'ils vont être amenés à affronter en sous-nombre, pour finalement découvrir que c'est une mascarade que leur jouent leurs ennemis. Alors c'est un film qui n'est pas aux accents mythologiques, en l'occurrence, même si au début ça semble l'être. Il y a une prophétie qui se met en place, il y a des démons, on parle de démons, d'individus assez glauques, dont on ne comprend pas trop la nature. Mais c'est plutôt un film justement qui est ancré dans une forme de réalité et même de démystification, puisque justement on comprend à la fin que tout ça n'est qu'une vaste mascarade. Désolé pour le spoil. Pour changer de film, je pense que alors j'ai fait un tarif de groupe avec deux films qui sont représentatifs
d'une vague, on va dire, de films du même ordre. Alors je vais parler de la légende de Beowulf et de Outlander, le dernier Viking. Ce sont deux excellents films. En fait, non, c'est le deuxième, pas le premier. Le vieux, non, je connais pas celui-là du tout, mais non, voilà. Hein? Ah, c'est bon à savoir. Donc pour ces films-là, ce sont des films de divertissement qui émergent, on va dire, d'une flopée de films de série B. Ils émergent puisque ceux-là ont eu un minimum de renommée, hein, déjà parce que au niveau du casting, surtout sur Outlander, puisque vous avez une personne dont j'ai lamentablement oublié le prénom, mais une trombine qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, on va dire américain grand public. Caviezel, ça y est, voilà, Monsieur Caviezel. Voilà, mais ils sont assez proches d'une flopée, comme je disais, de films de série B qui sortent rarement au cinéma, qui sortent directement en DVD, donc vous voyez souvent les pubs en vous demandant qu'est-ce que c'est que ce truc, mais qui surfent toujours sur la même thématique, à savoir la mythologie. Voilà. On a l'impression que la mythologie nordique est un puissant fond. Ils n'arrêtent pas de puiser dedans. En ce qui concerne les deux précédents exemples, là, la légende de Beowulf, donc on reprend évidemment une histoire d'un véritable héros de la mythologie scandinave, une légende qui a été remaniée, bien évidemment. Et Outlander, lui, relate l'histoire d'un homme venu de l'espace qui s'écrase sur Terre en même temps qu'une créature terrifiante dont il aidera les Vikings, puisqu'il s'écrase sur Terre au moment où, en plein règne des Vikings, c'est ce qui est écrit sur le synopsis du film. Et donc il aidera les Vikings à se débarrasser de cette créature que les Vikings vont associer à un dragon, évidemment, même si lui, du haut de sa technologie surdéveloppée, saura que c'est pas un dragon. Mais bon, apparemment, on va pas aussi loin dans le film. Dans les deux cas, donc on a une mythologie qui est réécrite, avec des accents de SF assez curieux, enfin, pour tout vous dire, avec Outlander. Mais qui joue résolument sur une symbolique scandinave par le biais donc de la réécriture de la légende, en fait, quelle que soit la légende, peu importe. Ces films-là sont assez représentatifs de pléthore d'autres films que vous ne connaissez pas, c'est tant mieux, où on vous reprend une légende, on la remanie, on la vide de sa substance et on en fait quelque chose d'autre. Voilà. Par exemple, pour le cas d'Outlander, comme je vous l'ai dit, l'homme est associé à un envoyé des dieux, un envoyé d'Odin, je crois, ce qu'il n'est absolument pas, mais c'est pas grave. Et la bête, comme je vous le disais, a un dragon, et il laisse croire les Vikings, effectivement, que les choses sont ainsi. Alors, on a des créations comme ça d'univers mystiques qui sont cohérents, et qui sont directement inspirés de la mythologie scandinave. Mais qui n'ont vraiment absolument, j'insiste bien là-dessus, aucune intention de coller de près ou de loin avec la réalité historique ou même le récit de base, ce qui peut être quand même assez déroutant au premier abord. Et dans ces cadres-là, la réutilisation du vieux cliché du viking, je tape d'abord et je réfléchis ensuite, je ne me rase pas parce que voilà, et elle est quasi systématique. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très, très, très stéréotypé. Après, si on prend l'exemple d'un film comme Le Guerrier Silencieux de Valhalla Rising, hein, en VO, qui est un film de Nicolas Winding Refn, qui est un réalisateur pour le moins atypique, qui a tendance à plonger le spectateur dans des univers où les sensations et les émotions prennent le pas sur la narration, ce qui est assez déroutant pour la plupart, pour beaucoup de spectateurs. Moi, je suis très friand de son cinéma, mais c'est très très particulier, il faut le reconnaître. Alors là, on a un film qui s'attache à conter la vie d'un homme sauvage et muet, qui est prisonnier d'un chef de clan, qui se libère finalement avec l'aide d'un enfant et qui va se retrouver embarqué sur un navire qui va échouer, malgré lui, sur les côtes américaines, où il devra notamment faire face à un ennemi inconnu que nous, on va associer à des Amérindiens qui ne sont pas contents de voir des chevelus débarquer chez eux. Alors, là, dans ce film-là, l'aspect brutal et sanguinaire du viking est bien là, même très là, puisque
Refn est un adepte de cinéma particulièrement cru et brutal. C'est un film avec, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un film avec Mads Mikkelsen, qui a joué un méchant James Bond et puis qui a joué dans la série Hannibal aussi. Il joue ce personnage-là qui est complètement muet, qui est vraiment très singulier et vraiment assez brutal, mais qui est contrebalancé, on va dire, par une quête de liberté et d'identité même, qu'il trouve finalement à la fin du film. Il y a aussi une quête de spiritualité qui, on va dire, arrondit les angles des Vikings qu'il va être amené à rencontrer pendant son périple donc sur les eaux, puisque le chef de ces Vikings se sent investi d'une mission d'évangélisation des terres fraîchement découvertes. Donc on est là dans le cas où les Vikings auraient été eux-mêmes évangélisés. Voilà, donc c'est assez atypique, puisque là, pour le coup, on se dégage véritablement de la mythologie nordique, totalement. Et on a des guerriers aussi qui n'affichent pas les attributs habituels que l'on prête à des guerriers vikings, en particulier le guerrier silencieux, qui a des cheveux très courts, qui est pas du tout hirsute, qui est rasé à blanc, qui est couvert de tatouages de la tête aux pieds, et puis, notamment avec la présence aussi d'un enfant, puisque finalement c'est assez rare dans ce type de film. Voilà, donc là c'est un film vraiment qui tend à renouveler pas mal nos perceptions du Viking, sans pour autant chercher à coller avec une réalité historique. Il raconte une histoire avant tout. Alors en matière de jeux vidéo, alors là c'est un peu plus stéréotypé de ce point du point de vue des Vikings. On a eu notamment The Lost Vikings de 1992, qui est un jeu du studio Silicon and Synapse, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle Blizzard Entertainment. Alors c'est un jeu de plateforme où l'on dirige 3 personnages, qui sont 3 Vikings, qui ont chacun des compétences propres, qui permettent d'arriver à la sortie de chaque niveau. Alors dans cette aventure, qui a beau avoir des personnages directement vikings, enfin clairement vikings, affiliés aux vikings, ça reste quand même une histoire qui dévie sensiblement d'une trame pouvant faire penser à une aventure scandinave, puisque on va dans la jungle, on va en Égypte antique, on va dans des endroits assez saugrenus, mais c'est on va dire un des jeux emblématiques, ou un des premiers jeux où on a vraiment des personnages principaux qui sont vikings. Alors qu'ils sont vikings, là je vous en donne un mille, c'est viking, barbe, cheveux longs, casque à cornes. Voilà, on fait dans le encore très stéréotypé. Oui, je sais que les casques à cornes, ils ont la vie dure, malheureusement. Voilà, bon, après, c'est quand même un jeu qui appartient à un registre qui est très, on va dire, cartoon, entre guillemets, qui est un registre assez récurrent, d'ailleurs, chez Blizzard, avec d'autres licences comme Warcraft. Ils aiment bien jouer justement avec un côté décalé, donc voilà. Ce sont des stéréotypes certes, mais on en joue aussi un peu. Alors beaucoup plus récent, dans Viking Battle for Asgard, qui est un jeu qui est sorti en 2012 sur console et PC. Alors là, c'est un jeu de type beat them all, donc on va faire simple, on va dire que c'est le pendant vidéoludique du film d'action. Voilà, pour faire vraiment très schématique. Alors là, on adopte une posture vraiment mythologique, et c'est dominant dans le monde du jeu vidéo, donc à l'instar de plusieurs films contemporains. Alors le héros est l'envoyé de Freya, et doit protéger Midgard et Asgard, donc Midgard le monde des hommes, je crois, et Asgard le monde des dieux, si je ne me trompe pas, des sombres desseins de Hel. Alors Hel, c'est au même titre que Freya, d'ailleurs, ce sont 2 déesses du panthéon nordique. Donc voilà, donc là, on a une épopée mythologique qui est ici l'occasion de recréer une histoire de toute pièce à partir donc d'éléments de l'univers scandinave et viking en particulier, sans que, même si ceux-là sont très explicites, ça ne fait référence à rien ça ne fait
du moins à ma connaissance, ça ne fait référence à aucune histoire connue dans la littérature scandinave. Alors le type de jeu qui est un type de jeu résolument tourné vers le combat, particulièrement brutal et sanglant du reste, et la mise en scène spectaculaire et épique, ne prête pas là non plus au renouvellement de l'image du viking, fort en bras et qui excelle dans l'art de la guerre. Alors c'est un type de jeu qui s'est notamment illustré, alors ça n'a rien à voir avec les Vikings, mais avec une licence qui s'appelle God of War, qui est une licence où là c'est un héros spartiate. Et là aussi on réutilise un cliché de héros spartiate, même de anti-héros spartiate, avec quelqu'un particulièrement brutal et sanguinaire. Et on retrouve un petit peu cet esprit-là dans ce jeu Battle for Asgard. Alors, résolument différent, on va prendre là l'exemple des Age of Empires et Age of Mythology, qui sont là des STR, donc des jeux de stratégie en temps réel, où le joueur doit construire une ville et la faire prospérer, tout en la défendant et en veillant à vaincre ses adversaires. Voilà. Alors là, dans ce type de jeu, l'approche est assez différente, puisque l'histoire est une source privilégiée. Puisque on met en scène des civilisations qu'il faut essayer de faire prospérer, de développer, pour amener à des sommets. Et le deuxième épisode de Age of Empires, notamment, qui porte sur le Moyen-Âge, mentionne les Vikings justement comme une civilisation jouable, au milieu donc des Francs, des Britanniques, des Saracens, des Celtes, des Ottomans, même d'Asiatiques, puisqu'il y a des Chinois et des Japonais. Voilà, puis on n'a pas peur, dans les Age of Empires, on n'a pas peur des anachronismes, je vous le dis de suite. Alors Age of Mythology, là c'est pareil, c'est pareil, non. C'est un jeu de stratégie aussi, bien évidemment, mais là on approche vraiment le côté mythologique de la Scandinavie, puisque on se concentre moins sur une période historique, que sur des civilisations choisies justement pour leur richesse, pour la richesse de leur culture. Les Grecs, les Égyptiens, les Scandinaves, puisque ce sont trois civilisations praticables. Donc là aussi, les développeurs écrivent une histoire propre à leur jeu, d'accord, mais cette fois-ci en créant un univers où il y a différents panthéons qui coexistent et où l'action des dieux est omniprésente. Alors dans ces deux exemples, on a une structure ludique des jeux qui permet de mettre en avant non pas un personnage ou un groupe réduit, mais bien une société, avec ses logiques militaires, commerciales, agricoles, etc. Et donc en mettant en avant les particularités de chaque peuple. Donc là, on a aussi une distinction visuelle, architecturale notamment, mais même dans le fonctionnement global des villes, des Vikings vis-à-vis des autres civilisations, en même temps que nous avons, qu'on essaie de leur dessiner, on va dire, des compétences particulières qui sont autres que le combat. Voilà, puisqu'il y a aussi prendre en considération l'économie, etc. Alors, fini pour les jeux vidéo, on va passer juste à la série TV, puisqu'il est difficilement évitable, puisque c'est sans doute le phénomène viking, entre guillemets, du moment. Je crois que c'est la seule série qui est consacrée aux vikings, du reste. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, d'après mes recherches, je crois que c'est ça. Et c'est surtout l'une des rares œuvres qui semble véritablement s'attacher à l'histoire de ce peuple. Voilà. Non pas que les autres ne le fassent pas, mais comme je vous l'ai dit, on est souvent dans de la réutilisation, du recyclage sans vergogne d'une mythologie existante. Alors c'est une série qui est diffusée sur la chaîne Historia, qui est créée par un habitué des séries historiques, Michael Hirst, qui s'est notamment illustré avec la série des Tudors. Alors cette série semble s'attacher à des considérations plus globales et ne limitant pas les Vikings aux raids, au pillage, mais bien plus aux affaires publiques, aux affaires familiales, aux luttes de pouvoir, aux rites religieux aussi, qui ont une place très importante, qui donnent une aura assez mystique même à la série, aux questions diplomatiques aussi, avec d'autres chefs vikings, mais aussi avec les chefs britanniques et francs.
Voilà, sous-entendu, ils ne passent pas que leur temps à se mettre des mandales. Voilà. Et par ailleurs, je pense qu'il faut souligner dans cette série l'effort, on va dire, de conformité à l'histoire des Vikings telle que les Européens l'ont a priori vécu. Celle des raids, du pillage, puis du temps de la colonisation. On y vient assez vite avec le cas de Vikings, peut-être sans doute un peu trop vite. Mais ça semble, on va dire, suivre du moins une idée que nous avons de la réalité historique. Et puis c'est surtout une série qui ne se prête pas, on va dire, à la réécriture d'un récit qui serait purement fictif, même si l'histoire de Ragnar Lodbrok, qui est donc un personnage qui a été réellement utilisé, qui a une réelle figure, on va dire, de la mythologie scandinave, est ici, on va dire, romancée. De toute façon, il faut bien s'ancrer en tête, et ça, je sais que c'est souvent un sujet de discussion avec les historiens assez chaud, c'est que de toute façon, toute œuvre audiovisuelle et même je pense, une œuvre littéraire est obligée de suivre, on va dire, l'appel du romanesque au détriment de la réalité historique pur jus pour rester attractif. Voilà. Alors, pour finir, on va juste faire un point sur les univers et personnages qui, eux, réutilisent la culture viking. Alors, je dis faire un point, non, on va passer très vite là-dessus, puisque là, c'est encore plus énorme, du fait que, pour prendre l'exemple, par exemple, de l'heroic fantasy, c'est probablement, on va dire, un genre transmédia, film, littérature, jeux vidéo, qui est le plus gourmand en imagerie viking, du fait de son inclinaison naturelle pour les références au Moyen-Âge et pour les récits épiques. Voilà, donc la mythologie scandinave et germanique y occupent une place prépondérante. Les histoires qui naissent, on va dire, dans le carcan de cette heroic fantasy-là sont souvent de véritables patchwork, en fait, de références à la Scandinavie médiévale. Alors difficile de ne pas citer le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, dont a priori il semblerait que beaucoup de noms, Scandalf, Thorin, etc., seraient même tirés directement de héros réels, de héros scandinaves qui ont vraiment existé. Je crois même de l'Edda poétique, j'ai cru voir. Donc voilà, là aussi je parle sous le contrôle des Vaudis. Il y a le cas de la série Game of Thrones aussi, en livre ou en série, peu importe. On a une manifestation des hommes du Nord que certains avaient, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on va dire associée à une imagerie viking, du fait que on a des codes, on va dire, vestimentaires, architecturaux peut-être, qui pourraient rappeler ça, mais qui, de toute façon, dans un pléthore d'autres textes et récits d'heroic fantasy, trouvent effectivement une référence assez marquée. C'est le cas d'un jeu vidéo qui s'appelle Skyrim, The Elder Scrolls 5 Skyrim, qui est sorti en 2011. C'est un jeu de rôle qui est assez récent et qui s'attache, on va dire, c'est une saga, c'est une saga de plusieurs jeux qui évolue dans un univers cosmopolite, qui fait un peu penser à des univers comme on peut le voir avec le Seigneur des Anneaux, qui ont un background, qui ont une histoire, qui ont différents peuples qui cohabitent ou ne cohabitent pas, ça dépend. Et là, dans cet épisode-là, ils mettent le focus sur une région, la région du nord du continent dans lequel se prête l'histoire, qui s'appelle Bord de Ciel, donc Skyrim en anglais. Et là, on ne parle donc pas de Vikings, puisque c'est un univers fictif, mais c'est difficile de ne pas les voir à chaque coin de rue, puisque c'est un jeu qui s'en inspire grandement. Enfin, du moins, tel que le joueur lambda, sans être expert sur les Vikings, le ressent, puisque nous avons une architecture qui fait penser à celle qu'on peut voir notamment même dans la série Viking, des navires qui font penser avec cette figure de proue qui imite
un monstre, un dragon dont on a à plusieurs endroits dans le jeu. Des motifs de fresques aussi qui font penser à une influence pas forcément scandinave, peut-être celtique, mais qui ramène vers, on va dire, une culture nordique. Vous avez aussi ces salles intérieures avec un feu central où vous avez des personnages qui se retrouvent autour avec un skald qui raconte des poèmes, qui chante. On est dans un univers qui donne l'impression de vraiment de coller avec cette atmosphère-là, cette atmosphère globale, mais qui, encore une fois, se l'approprie et donne lui-même ses propres et pose lui-même ses propres codes. Et enfin, pour terminer, difficile de ne pas parler de Thor, dont je ne vais pas parler trop en profondeur puisque je n'ai pas tout simplement pas lu les comics, et je pense que pour en parler plus avant, ce serait important. Donc je parle de Thor, je parle bien sûr du personnage de Marvel, qui a été créé, je crois, la première fois en 1962 par Stan Lee. Il apparaît dans un comics book la première fois. Alors lui, c'est un super-héros qui est directement inspiré d'un dieu. Là, c'est-à-dire que là, on ne se prend même pas la peine de le renommer. On l'appelle Thor, sauf qu'il n'a a priori pas grand-chose à voir avec le vrai Thor, j'allais dire, mais avec le Thor originel, puisque nous avons un homme, un individu avec un casque ailé, un marteau qui lui sert à voler, là où le vrai marteau de Thor servait plus, je pense, à forger les armes des dieux ou à créer du tonnerre, je ne sais pas, mais lui, il s'en sert pour voler, chacun son style. C'est un dieu qui évolue aussi dans le monde alors c'est Asgard, mais je crois qu'en plus le mot a été légèrement modifié. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il a été légèrement modifié, mais qui est en fait une autre planète, et où vous avez toute la famille des dieux qui est là. Alors c'est une figure qui a été, je pense, particulièrement rebootée, je pense, avec la réalisation des films, puisque je m'en étais amusé avec Evody quand on a discuté. On avait constaté que Heimdall, qui est une divinité nordique, qui est gardien d'Asgard dans le film, est incarné par Idris Elba, un acteur afro-américain. Donc du coup, on s'est dit, a priori vraiment, il y a volonté de réécriture. Donc là, a priori, je laisserai parler les quelques personnes ici présentes. J'en ai deux en tête, notamment, qui sont plus calés moi sur les comics, mais on a clairement affaire à une histoire, à une trame où on réutilise des personnages, mais on les insère dans une logique, dans un récit qui est celle de super-héros, donc qui est quand même assez spécifique, et qui est donc très marqué par la réécriture et la reformulation. Voilà, donc en fait, je pense que pour essayer de dégager des éléments de conclusion, je pense qu'on peut dire que l'image du Viking tend vers un renouvellement partiel, comme on peut le voir avec la série Vikings, par exemple, qui est, je pense, un renouvellement assez analogue à à l'image du cow-boy que je prenais en introduction, qui a eu sous l'effet notamment des western spaghetti, mais même, je pense, beaucoup plus récemment, des westerns des années 2000, où on tend à égratigner et à faire effondrer un petit peu le mythe tel qu'il avait pu être imposé dans les années 50, 60 par les Américains. Mais je pense que le Viking, on suit un petit peu cette idée-là. Je pense qu'on peut notamment l'expliquer du fait que, d'une part, la connaissance historique sur ce peuple a quand même considérablement avancé depuis les années 60. Et puis alors, je ne parle même pas du XVIIIe siècle. Et puis aussi, je pense à une volonté des spectateurs à aller vers moins de fantaisie et plus d'authenticité peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ainsi que moi je le ressens. Cela étant, on va quand même pas raconter d'histoire non plus. La figure du Viking, elle est quand même, moi je trouve, majoritairement quand même rattachée à un stéréotype, donc à cette image d'un personnage rude, redoutable, brutal, coutumier des batailles.
et des conditions climatiques difficiles. Voilà, plus que comme un commerçant, un agriculteur, quelqu'un qui travaille le sol, alors que manifestement, si j'en crois les informations que j'ai pu avoir, c'était aussi une partie importante de leur quotidien. Voilà, alors c'est l'essence même du personnage dans l'imaginaire collectif qui s'est construite autour donc, des récits historiques relatant leurs faits d'armes et de la mythologie nordique qui est notamment mise en scène dans les sagas. Alors, à noter cependant, je pense que c'est peut-être une observation qu'on peut faire, que sous ces aspects, on va dire rugueux, il prend souvent une allure profondément bienfaisante et altruiste, on va dire, puisque finalement, dans tous les exemples que je vous ai donnés, les quêtes qui leur sont confiées consistent à sauver leur père, à abattre des malfaisants, là où historiquement il était plutôt perçu comme un pillard. Voilà, donc c'est un héros qu'on pourrait mettre dans la lignée d'un Conan le barbare s'il fallait schématiser un peu la chose. Voilà, et puis sinon, pour terminer, la réutilisation de son image d'Épinal dans les œuvres et les récits des peuplades, dans les œuvres qui ne font pas justement le récit des peuplades scandinaves, mais qui font place à des peuples fictifs, permet, on va dire, je pense, d'apporter une identité supplémentaire à des personnages ou à des régions précises, en fait, notamment donc en puisant la culture scandinave des figures qui en sont exfiltrées et vidées de leur substance pour occuper un autre panorama. L'exemple de Skyrim est assez parlant de ce point de vue-là. Voilà, donc plus précisément, le Viking et son univers sont des images, on va dire, privilégiées dans la représentation de mondes fictifs se déroulant au nord, par défaut, en particulier dans des paradigmes cosmopolites où vous avez plusieurs peuples qui se côtoient, puisque là, les aspects architecturaux, vestimentaires et culturels, de manière générale, ainsi que les panoramas abrupts et enneigés qu'on leur associe de manière fréquente, permettent d'apporter, on va dire, une touche de diversité à un ensemble plus général. Voilà, notamment dans Skyrim. Voilà. Merci beaucoup, Ronan. Nous n'aurons malheureusement pas le temps ce soir pour plus de questions, mais séchez vos larmes, car nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, et nous avons un blog qui accepte les commentaires, donc nous allons pouvoir poursuivre ces discussions sur toutes ces plateformes. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver sur notre blog prochainement, ce week-end je pense, l'enregistrement du café, si la qualité est suffisante. Avant de remercier et d'applaudir une dernière fois nos deux intervenants, Evody et Ronan, je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, nous avons ici, juste là, des bulletins d'adhésion, si vous souhaitez apporter votre petite contribution pécuniaire à notre fonctionnement. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez simplement avoir des nouvelles de notre association, savoir quels seront nos prochains événements, et puis tout simplement vous tenir au courant de choses et d'autres, vous pouvez inscrire votre adresse email sur cette petite feuille